campagne, c'était compliqué. Et l'arrivée de la machine à vapeur, elle règle un problème, c'est que je peux aller là où je veux m'installer. Donc, je repars dans les villes où il y a plus de main-d'œuvre, et qui dit plus de main-d'œuvre dit salaire moins cher. Donc, c'était pas évident que le charbon et la machine à vapeur prennent le pas sur l'hydraulique, puisque l'hydraulique était moins cher, moins polluant à l'époque, même s'ils n'avaient pas forcément les données, et surtout moins dangereux que les machines à vapeur à l'époque qui explosaient, qui étaient extrêmement compliquées. Bref, voilà le premier choix de société qui tue des énergies renouvelables. Deuxième choix de société, on est sur l'éolien. Donc l'éolien, pareil, on est aux alentours de 1890. Alors j'ai une stat aux États-Unis. En 1890 aux États-Unis, il y a 6 millions d'éoliennes. Et pas des petites éoliennes, hein. Pareil, on est parti chercher les meilleures dynamiques de l'air à l'époque. Donc 6 millions d'éoliennes en 1890, c'est l'avènement de l'agriculture céréalière aux États-Unis. Donc tout le développement du Midwest qui va ensuite inonder le monde de ces céréales, ça vient de l'énergie éolienne. Et malheureusement, pour à peu près les mêmes raisons que l'hydraulie, on passe à la vapeur. Troisième énergie, c'est l'énergie solaire. L'énergie solaire, finalement, elle existe depuis assez longtemps. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Et ça a été notamment modélisé principalement par des Français. Donc là, on a Augustin Mouchot, qui nous montre son moteur solaire. On est en 1880. Bon, à cette époque-là, c'est très complexe l'utilisation du solaire, donc on ne va pas passer là-dessus. Mais par contre, dans l'histoire, on continue d'avancer. Et là, on est en 1950, à peu près, donc on est après-guerre. Et on a un architecte, je vais essayer de vous retrouver le nom, il s'appelle Keck, son nom de famille, et son prénom, je ne sais plus, c'est Frédéric Keck. Donc on a un architecte qui travaille sur la notion de maison passive, principalement solaire. Donc il travaille là-dessus, c'est un peu faut comprendre que dans les années 50, on est post-guerre, donc on a une vraie problématique de logement, les GI revient, enfin une augmentation de la population, donc on retrouve le début des 30 Glorieuses. Et donc cette maison passive vient s'inscrire dans la notion qu'après-guerre, il y a eu une surexploitation des ressources et que peut-être on va en manquer, donc il faut qu'on trouve des alternatives. Et Alexandre Keck donc, crée cette maison passive en disant que c'est un peu le futur, et donc les institutions publiques et le gouvernement attestent que c'est la maison du futur, qui disent que c'est un projet prometteur, un marché porteur. Et là, vous me dites, pourquoi ça ne marche pas? Et bien, ça ne marche pas pour une raison toute simple. Parce qu'en 1950, il y a un gentil monsieur qui s'appelle William Levitt, donc qui crée ça, les Leviton, ça s'appelle, qui décide, pour régler le problème de crise du logement aux États-Unis, de rationaliser un peu à la taylorienne la production du bâtiment comme on le faisait pour les voitures. Donc à l'instar des Ford E-T, par exemple. La Ford E-T, c'est pas la meilleure voiture construite dans le monde, et bien on ne va pas construire la meilleure maison construite dans le monde. Donc on se construit ça, on part en campagne, parce que ça coûte moins cher la terre, et on construit des lotissements blindés de petites cages à lapins, très mal orientés et très mal isolés. Et là, problématique. Mal orienté, mal isolé, en été, invivable. Je fais comment? C'est pas grave, transition, on va en trouver une solution. Donc on trouve une solution. Il fait très chaud en été, et là on invente les climatiseurs électriques. Fabuleux. Donc du coup ça va beaucoup mieux en été. Problématique pour les compagnies d'électricité de l'époque, et notamment General Electric, c'est qu'ils sont obligés de surdimensionner leur capacité de donner de l'électricité. Donc ils augmentent les moteurs, enfin ils augmentent toutes les capacités pour donner plus d'électricité, sauf qu'ils ont un pic en été et plus rien en hiver. Donc c'est pas du tout optimisé, ils perdent de l'argent. Et là, bonne idée, on invente ça. Le radiateur électrique, très bonne idée. Le chauffage électrique, comme ça on a la climatisation en été et le chauffage en hiver. Donc tout va bien, on équilibre les débits d'électricité, on a explosé l'utilisation d'électricité, donc l'émission de CO2, mais bon à l'époque, ils ne savaient pas trop ce que ça allait être cette histoire-là. Donc on rééquilibre un petit peu les choses avec tout ça, on trouve des solutions, ce qui est dommage pour le solaire, parce que le meilleur moyen de chauffer, c'était quand même d'utiliser le solaire. Et donc à chaque fois, on a des choix de société qui sont extrêmement pertinents et qui sont délaissés pour des intérêts là conjugués d'un promoteur immobilier d'un côté et des compagnies d'électricité de l'autre. Donc on a tué le solaire. C'est un peu ça que ça veut dire. Autre point sur lequel je vais revenir aussi, c'est la voiture. La voiture, on est là fin 1920, donc on a la Ford E-T derrière nous, la fameuse. Fin 1920, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, la moitié des foyers sont équipés d'une voiture.
d'une automobile individuelle, ce qui est énorme. C'est-à-dire que pour avoir le même taux de pénétration en Europe, il faut attendre 1960 en Angleterre. Donc c'est énorme. Et donc là, on rentre dans quelque chose qui est, sur le papier, improbable que la voiture puisse avoir le succès qu'il a aujourd'hui. Improbable. Pourquoi improbable? Parce que la voiture, au départ, elle pose des problématiques de nuisance sur les routes. Pour une minorité de riches face à la majorité des gens qui marchent dans la rue. Donc les voitures arrivent, ça pose problème. On a des pétitions qui sont signées notamment par les commerçants qui ne veulent pas de la voiture. Non, 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 c'est impossible la voiture, ça va tuer le commerce. Je vous laisse imaginer aujourd'hui la différence. Bref. Et puis surtout, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les voitures arrivent dans les rues, la rue était une place urbaine dédiée à l'homme, à l'humain, aux personnes, et donc c'était surtout un terrain de jeu des enfants. Il y a des centaines de morts d'enfants écrasés par les voitures. Donc il est hors de question à cette époque-là que la voiture s'approprie l'espace urbain. Jusque-là, ça va. Je donne un exemple, je change de décor, mais on reste quand même dans l'histoire. C'est que dès les années 1900, en Suisse, donc on est dans le canton de Grison, en Suisse, ils ont une tradition de référendum d'initiative populaire. Déjà, en 1900. Et ces initiatives de référendum populaire ont permis d'interdire la voiture, tout bonnement. Ils ont interdit la voiture. Et là, on a tous les... Alors, ils ont interdit pourquoi? Ils ont interdit parce que ce que je disais, c'est que c'est dangereux, ça pollue. Alors, ça pollue, vous n'avez pas connaissance de la pollution qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas, ça faisait énormément de fumée. Ça abîme les routes, et donc il faut les maintenir et faire des réfections des routes, ça coûte cher. Et puis surtout, en Suisse, les compagnies ferroviaires sont nationalisées. Donc ça vient en concurrence directe avec les compagnies ferroviaires. Donc ça, il en est hors de question à cette époque-là. Et on a les premiers lobbies d'autoclubs de l'époque qui vont se créer et qui vont, eux, 10 fois faire des demandes de référendum d'initiative populaire et 10 fois se faire retoquer. Ce qui n'empêche pas à la Suisse, à l'époque, de dire on accepte les camions de transport, on accepte les ambulances, on accepte les pompiers, mais on interdit l'automobile individuelle. Donc il y a des choix optimaux qu'on peut faire dans l'histoire, qui me semblent être plus judicieux sur la dépense d'énergie qu'on peut avoir, plutôt que mettre 80 kg de chair dans une tonne de métal. Ce qui va permettre du coup, avec tout ce qui s'est passé, l'essor extrêmement fulgurant de la voiture, parce que c'est vraiment fulgurant ce qui s'est passé, c'est deux éléments fondateurs. Premier élément fondateur, c'est qu'aux États-Unis, à l'époque, on est sur le transport le plus utilisé, c'est le tramway électrique. Il y en a partout. Il y a 35 000 km de lignes de tramway aux États-Unis. Il y a 5 milliards de voyageurs par an. De voyages. 5 milliards de voyages par an. Ils sont 100 millions d'habitants. Donc c'est juste énorme. L'utilisation du tramway est juste énorme à cette époque-là. Et là, il y a un gentil petit monsieur, que vous devez peut-être connaître, qui s'appelle Rockefeller, qui en coulisses fait son travail d'influence pour dire que c'est pas normal, il y a un problème de monopole des compagnies électriques, notamment sur le tramway. Et donc, ils se disent qu'on va faire une loi antitrust. L'antitrust, sur le principe, c'est plutôt positif. Là, dans ce cas de figure, c'est totalement délétère. Parce que avoir des lignes de tramway sur tout un continent, ça marche. Par contre, démanteler les lignes de tramway individuellement, ça ne marche plus et c'est totalement déficitaire. Et c'est ce qui va se passer. Donc la loi, la Wheeler and Rayburn Act, donc qui est une loi antitrust, démantèle tout le réseau électrique du tramway et les vend à un prix extrêmement bas, parce que c'est déficitaire, à 3 compagnies qui vont les acheter. Première compagnie, je parlais de Rockefeller, donc Standard Oil, qui vend du pétrole. Deuxième compagnie, General Motors, qui fait les voitures. Et troisième compagnie, Firestone, qui fait des pneus. Vous vous doutez que ce petit consortium de nos 3 joujos, le tramway, c'est pas trop leur truc. Donc ils arrêtent littéralement de s'occuper des tramways, ça part en vrille, ils développent les villes, et donc c'est le premier élément de développement de la voiture fulgurant. Parce qu'on ne peut plus utiliser des tramways aussi facilement. Et le deuxième élément fondateur du développement de la voiture, c'est ça. C'est qu'avant la voiture, le crédit à la consommation n'existait pas, légalement. Peut-être dans les papiers, tout ça. Légalement, ça n'existait pas. Et donc, à partir de la voiture, on a créé le crédit à la consommation. Et le crédit à la consommation, c'est probablement la meilleure arme consumériste qui a créé la discipline sociale. C'est violent ce que je dis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est là, vous voyez la date de 1923, donc on est avant 1929, avant la crise de 29, et avant la crise de 29, on est en plein emploi.
en plein emploi dans les compagnies d'automobiles, ce sont les ouvriers spécialisés qui ont le pouvoir. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux. À partir du moment où on a besoin d'eux, ils font ce qu'ils veulent. Donc des fois, ils ne viennent pas le lundi matin parce que le dimanche était dur. Voilà, il y a un gros turnover, il y a beaucoup d'absentéisme. Et le fait de créer un crédit à la consommation fait qu'à partir du moment où il y a des traites à payer, il faut qu'il y ait un salaire qui rentre avec le même rythme que les traites. Donc je règle le problème de turnover et je règle le problème d'absentéisme par le consumérisme. Et ça, c'est le deuxième élément fondateur du développement de la voiture, et là, on en est aujourd'hui. Exemple récent, le cas du Dieselgate de Volkswagen. Volkswagen, c'est très bon. On est en 2008, Volkswagen, il y a une norme internationale qui est votée, enfin on se réveille un petit peu, trop de CO2, trop de particules dans l'atmosphère, on met une norme qui dit, voilà, les voitures diesel ne peuvent plus dépasser cette norme. Volkswagen, c'est un cataclysme pour eux. Leur plus grosse vente de voitures, ce sont les voitures diesel. Leur profil est là. Comment ils vont faire? Et puis il leur reste 1 ou 2 mois pour se retourner. Donc toutes les autres compagnies essaient de trouver des solutions, vont sur d'autres types d'énergie ou d'essence, voilà. Et eux, quelques semaines avant le couperet, disent c'est bon, on a trouvé la technologie qui nous permet de créer des moteurs diesel propres. Déjà diesel et propre dans la même phrase, ça fait bizarre. Et donc pendant ce temps-là, entre 2009 et 2016, ils vont vendre 11 millions de voitures propres. Jusqu'à ce que les gens de la société civile, principalement des ingénieurs, commencent à se dire c'est bizarre parce qu'ils trouvent que les Volkswagen polluent un petit peu plus que les autres. Mais sur les routes. Et donc ils vont tester. Et dans les tests des civils, il s'avère que la pollution, donc l'émission de CO2 et de particules, est 40 fois supérieure à la norme qui a été imposée. Et en fait, ce qu'avait fait Volkswagen, c'est qu'ils avaient réussi à créer un logiciel qui pouvait biaiser les tests. Qu'à partir du moment où la voiture était sur un rouleau avec le capot ouvert, la porte ouverte, le logiciel s'activait, il baissait la puissance du moteur, ce qui fait que ça émettait moins, et la voiture restait pas passer le test est nickel. C'est un des plus gros scandales des voitures. Le procès, c'est ouvert l'année dernière en Allemagne, c'est un des plus gros procès citoyens. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, ils se sont bien gavés jusqu'à 2016, et jusqu'à maintenant, à part avoir viré quelques cadres et eu un petit problème d'image, on en est là. C'est tout ce qui s'est passé. Donc je pense que dans ce que je veux vous faire passer, ce que va probablement vous faire passer Isabelle, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de peut-être de donner des droits à notre planète. Parce que comme la planète de base, l'air, l'eau, n'appartient pas vraiment à quelqu'un, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Et il est important là de dire, mais non, en fait, la planète a des droits, il faut qu'on arrête de la souiller autant. Et il se passe des choses dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place pour dire que la planète a des droits. Ça se voit très peu, hein, ça ne va pas faire la une des médias mainstream. Vous avez peut-être entendu parler du fleuve en Nouvelle-Zélande ou en Inde qui a une entité juridique, donc on peut permettre de défendre aujourd'hui en droit. Mais pour le moment, on en est là. Il ne se passe pas grand-chose. En France, il y a un gros combat, dans le monde, mais surtout en France, pour faire passer dans la Constitution française la notion d'écocide, crime contre la planète. Ça, c'est un vrai combat, qui va commencer à être intéressant. Parce qu'à partir du moment où c'est dans la Constitution, ça va au-delà des lois. Bref, on a ce fameux chiffre qui sort assez régulièrement, qui est le fameux jour de dépassement de l'utilisation des ressources que ne peut pas régénérer la planète. Et là, vous allez me dire, génial, entre 2010 et 2020, on a gagné finalement. En fait, on n'a pas gagné, parce qu'il y a eu le Covid, et sans le Covid, on serait au mois de juillet. Donc merci le Covid, on a gagné quelques jours, mais en fait, voilà, cette date, elle recule à chaque fois. Il y a un moment donné, on utilise plus de ressources que la planète est capable de nous en donner. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, il y a des modèles qui existent, qui essayent de retravailler un petit peu tout cet état d'esprit. Un modèle qu'on a évoqué avec les étudiants l'année dernière, qui est la notion de donut economy. Donut economy, c'est Emily Whitworth qui a créé ça, c'est assez récent, ça date de 2008. Et la donut economy, c'est très simple, c'est que, en gros, pour que l'humanité soit dans une zone juste durable économiquement, soutenable, s'il faut qu'elle soit dans cette forme de donut vert. À l'intérieur, dans le trou, c'est que ça va à l'encontre du bien commun, de l'être humain. Et à l'extérieur, on est sur les limites planétaires. Donc on va tellement utiliser la planète que ce ne sera pas gérable. Et ça, c'est un modèle économique qui vient d'un modèle scientifique. Ce sont les scientifiques qui ont travaillé là-dessus en premier. Et qui ont modélisé tout ça, en regardant quelles sont les choses importantes sur la planète et qu'est-ce qu'on a déjà dépassé. Et là, vous voyez les limites planétaires, on en a déjà exposé 4.
bien comme il faut, hein, sur une d'entre elles d'ailleurs. Donc on a exposé la biodiversité, on a exposé les notions de cycle du phosphore et cycle de l'azote, on a exposé le changement climatique, et on a exposé les changements dans l'utilisation des sols. Il y a d'autres changements, pour le moment on estime qu'on ne l'a pas exposé, type les aérosols, la pollution chimique, on n'a pas vraiment toutes les données. On ne sait pas trop. Donc comment on en est arrivé là? La planète Terre, depuis 10 000 ans, est dans une ère géologique qui s'appelle l'Holocène. Donc depuis la dernière ère glaciaire, on est dans ce qu'on appelle l'Holocène. L'Holocène, depuis 10 000 ans, est l'ère géologique la plus stable que n'a jamais connue notre planète. Et aujourd'hui, on parle de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est l'impact de l'homme sur la géologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi en quelques années à avoir un impact sur notre planète, ça vous savez, mais carrément géologiquement, dans la Terre. Alors l'image est bien choisie là, parce qu'il y a la pollution et tout ça, mais pas que. Ce qui a commencé à marquer les premiers prémices de marquer la géologie, c'est ça. C'est la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, nous, dans l'univers commun, on se dit, il y a eu une bombe au Japon, et puis c'est bon. Non, ils ont fait plein d'essais derrière. C'était l'équilibre de la terreur. Chaque pays devait avoir sa bombe nucléaire pour dire si je suis attaqué, moi aussi je l'ai. Donc il y a eu 200 essais à partir des années 50 de bombes nucléaires partout dans le globe. Donc en termes de déséquilibre, là, on est pas mal du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la première révolution industrielle, on s'est totalement déconnecté de la nature. On est rentré dans une logique d'égo où on domine la nature. Et on n'est plus dans une logique d'éco, ou dans une écologie, où on fait partie de la nature. Pour vous donner un petit peu brièvement les impacts, je ne vais pas rentrer dans tout parce que je pourrais faire 2 jours là-dessus, je vais essayer de l'organiser en sphères, par rapport à la géosphère de notre planète. Le premier qu'on va voir, c'est la notion de lithosphère. La lithosphère, c'est quoi? Ce sont tout ce qu'il y a dans les sols. Donc tout ce qu'il y a dans les sols, on va aller chercher, c'est un peu la table de Mendeleïev, on va aller chercher tout ce qui nous sert, nous, à construire nos trucs, à faire... On verra que dans le téléphone, il y a pas mal de choses avec Isabelle tout à l'heure. Donc un des premiers points que je parlais tout à l'heure, c'est le charbon. Donc je disais tout à l'heure, le charbon, dans notre image, c'est plutôt des choses qui sont dans les pays en voie de développement. Ça, c'est une mine à ciel ouvert qui s'appelle la mine d'Ambach. On est au beau milieu de l'Allemagne. C'était la plus grande forêt allemande. Ça, vous savez ce que c'est? Je vous ai endormi ou quoi? Vous savez ce que c'est, ça? Presque. C'est la grande barrière de corail en Australie. La grande barrière de corail en Australie, c'est, je pense, 25% de la vie sous-marine dans le monde. Et cette grande barrière de corail, elle est protégée en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à ce qu'il y ait ces 3 cocos qui arrivent. Et notamment le coco du milieu. Le coco du milieu, il s'appelle Gautam Adani, donc le patron d'Adani. Adani est une société minière indienne. Et Adani, société minière indienne, a signé un accord avec l'État australien, parce que l'Australie est l'un des plus gros consommateurs de charbon au monde, pour aller chercher un gisement de charbon dans un endroit bien précis. Et cet endroit bien précis, il est sous la barrière de corail. Donc ces jolis petits gens là vont percer la barrière de corail. Bon, il y a une petite nappe phréatique au milieu, mais bon, ça c'est pas grave, pour aller chercher le gisement de charbon qui est dessous. Tout va bien. Ce gisement, il va sortir 60 tonnes de charbon par an. Dans l'un des pics de charbon en Angleterre, 1870, on en sortait 100 millions. Donc là, on va en sortir 60. Il y avait 100 millions de mineurs à l'époque. Je vous laisse imaginer de la taille de ce truc-là. Bref. Deuxième chose qu'on va sortir du sol, c'est le pétrole. Et aujourd'hui, tout est fait à base de pétrole, qu'on le veuille ou non. Tout. Tout dans notre société est fait à base de pétrole. Les voitures, c'est le plus cohérent, mais dans tout. Il y a du pétrole dans tout, dans le plastique, dans les vêtements, dans tout. Et donc ce pétrole, quand j'entends des écologistes convaincus, j'ai rien contre eux, qui me disent mais de toute façon on va atteindre le pic du pétrole, on sera obligé de changer, probablement à long terme, parce que ça reste quelque chose de limité. Mais à moyen terme, pas du tout. Gisement de pétrole, c'est pas ça qui manque. La manière dont on va aller les chercher, ça va être compliqué. Mais à la limite, on peut mettre plein d'énergie à l'extraire du pétrole, mais les gisements, c'est pas ça qui manque. Et le réchauffement climatique a permis à la Sibérie d'atteindre des gisements qui étaient jusqu'à maintenant inatteignables. Donc les Chinois sont venus arroser un petit peu pour récupérer ce pétrole.
Et le charbon, j'en ai pas parlé, on est en train de faire du charbon liquéfié. Donc l'énergie qu'il faut déjà pour le charbon, pour ensuite le liquéfier, ça peut remplacer l'essence soi-disant. Bref. Et donc je parlais des moyens d'extraire le charbon, il y a le fameux pétrole de schiste. Le pétrole de schiste, c'est la technique tendance pour aller chercher le pétrole. Donc c'est un truc très simple, c'est qu'on va envoyer plein de merde dans la roche-mère de notre planète. Donc quand je dis plein de merde, c'est du sable et notamment des produits chimiques, dont le principe c'est de fissurer la terre-mère pour faire remonter les gaz, le méthane et le pétrole. Et le récupérer. Jusque-là, tout va bien. Je parlais tout à l'heure du cycle du phosphore et de l'azote. Le phosphore, c'est pareil, c'est une énorme denrée écologique. Le phosphore, notre corps en a énormément besoin. On le rejette, on ne l'utilise pas, mais notre corps en a énormément besoin, ainsi que nos sols. Ça, c'est l'île de Nauru. Je vous invite à la regarder parce que je n'aurai pas le temps d'en parler. Mais l'île de Nauru, c'était l'île qui avait le plus gros taux de PIB par habitant dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le plus gros gisement de phosphore. Et ils ont fait quoi? Ils l'ont épuisé, il n'y a plus de phosphore. Comme ils ont défoncé leur sol, leur plage et tout ça, ils ne peuvent pas aller sur du tourisme, donc l'île est ruinée. Et aujourd'hui, leur seul gagne-pain, c'est de prendre les réfugiés d'Australie, parce que c'est au large de l'Australie, et de se faire payer par les Australiens pour garder les réfugiés chez eux. Et le phosphore, ça sert à quoi? Ça sert principalement à ça. Ça va dans les engrais. Et là, je vais vous parler du meilleur cercle vicieux qui existe dans le monde. Les engrais, ça sert à quoi? Ça sert à aider et pousser les plantes. Ah oui, parce que maintenant, les plantes, elles ont du mal à pousser. Donc on va mettre des engrais pour les aider. Donc à base de phosphate. Jusque-là, tout va bien. Pourquoi on a besoin de les aider? Parce qu'on a un petit peu abusé de pesticides, d'herbicides, de biocides en règle générale. Et on a des grandes boîtes type Monsanto, que je pense que vous connaissez, qui, sur son site internet, en première phrase, veut sauver la vie et la faim dans le monde à base de biocides. Biocides, site tue, bio-vie. Donc on va tuer la vie pour sauver la vie. Bon, why not, pourquoi pas. Bref, et comme il y a quand même des petits problèmes sur les pesticides, c'est un peu dangereux, c'est un peu compliqué, et puis les Européens et puis la France, ils ont bien gueulé. Donc on a des pesticides qui sont maintenant interdits en Europe. Bah, c'est pas grave, on les exporte. Pas de problème. On va les vendre aux États-Unis, ils sont plus bêtes que nous. Ils vont les prendre. Donc on exporte nos biocides. En toute impunité. On sait que c'est interdit, que c'est dangereux chez nous, mais c'est pas grave, on va les vendre ailleurs. Bref. Donc là, on a des engrais pour aider des plantes à pousser parce qu'elles ne peuvent plus pousser, parce qu'il n'y a plus de nutriments dans les sols, parce qu'on a mis plein de pesticides, dont des pesticides qui sont interdits. Et là, on se dit, ça commence à être chaud. Hein. Ah non, on a une dernière solution quand même. Il y a toujours une solution. On va créer des OGM. Trop bien. Comme ça, parce que forcément, au bout d'un moment, la nature, elle s'adapte. Donc les insectes, certaines choses, avaient réussi à s'adapter aux pesticides, aux biocides. Donc on crée un OGM. Comme ça, plus de problème. Puis à la limite, ça marche mieux avec les pesticides, donc ça tombe bien. Ensuite, je passe à l'hydrosphère. L'hydrosphère, c'est tout ce qui est eau sur la planète. L'eau sur la planète, il faut comprendre que 97,5% de l'eau sur la planète, c'est de l'eau salée, qui est dans les océans. L'eau potable, l'eau douce, 2,5%. Sur ces 2,5%, il y en a plus de 70% qui sont des glaciers. Donc pas à l'état liquide. Ça fait que de l'eau douce à l'état liquide sur la planète, il y en a moins d'1%. Donc l'accès à l'eau va être un enjeu majeur. Et on le voit ici avec l'utilisation disproportionnée chez certains, pas trop proportionnée chez d'autres, de l'utilisation de l'eau. Ça, c'est quotidien par habitant. Donc voilà, un Malien, c'est 20 litres, et un Canadien, c'est 780 litres. Donc il faut comprendre qui pèse dans la balance sur la notion de réchauffement climatique. Et puis là, je parle de nous, de l'homme en règle générale, mais il y a surtout une autre chose très importante, c'est les multinationales. Les multinationales, si elles peuvent privatiser l'eau, c'est pas mal. Parce qu'il faut mettre l'eau en bouteille, la vendre. Enfin bon, l'eau, le coca, l'orangina, tout ça. Bref. Et aujourd'hui, on est tellement dans cette notion d'avoir des problématiques d'accès à l'eau qu'il y a des projets complètement incroyables. La Ramuni, là, ça date de 2019, hein, donc je ne l'ai pas inventé, veut aller remorquer des icebergs pour avoir un petit puits d'eau douce tranquillement chez eux. Enfin, on marche à l'envers, totalement. Je reste dans l'hydrosphère, nos rivières, nos fleuves et tout ça, là où il y a nos poissons, logiquement, ce qu'on mange.
Et bien, si on limitait un petit peu de pesticides, d'hydrocarbures, de plastifiants, de médicaments, de trucs issus de l'industrie chimique. Parce que comme on a largement ce qu'il faut en eau douce, on peut se permettre. Et puis si on balançait tous les détritus qu'on a, plastique et tout ça, dans les mers et dans les fleuves, ce serait pas bête. Aujourd'hui, il y a 5 gyres. 5 gyres, c'est des continents de plastique dans l'océan. Et j'enlève les petits morceaux. Bref. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plastique aujourd'hui dans les eaux et notamment dans la mer, ça devient une véritable gangrène. En 2050, on aura autant de poids de plastique que de poids de poisson. En poids, je parle. Nous, dans ce qu'on respire et dans ce qu'on mange, on ingurgite 5 grammes de plastique par semaine. Donc pour vous aider à imaginer ce que c'est que vous prenez votre carte de crédit et puis vous en mangez une toutes les semaines. Pour comprendre ce qu'on ingurgite. Ensuite, là je suis un peu grave, après ce sera mieux quand même. Ensuite, on va parler d'acidification des océans. Donc l'acidification des océans, elle est due au réchauffement climatique. Parce que les glaces fondent, le rayon du soleil passe, donc réchauffe l'eau. Je vais y revenir. Et donc, si j'acidifie, alors les scientifiques, certains scientifiques disent « Oh, mais c'est pas grave, on a bougé le pH de 0,1. » Effectivement, dit comme ça n'a pas l'air si grave. Sauf que 0,1 de pH en moins, ou en plus, ça change toute l'acidification. Et ça va aller toucher les populations les plus sensibles. 2 populations très sensibles dans les océans. Premier, c'est les planctons, qui du coup ont du mal à se renouveler. Donc c'est un peu la base alimentaire. Et deuxième, ce sont les coraux. Les coraux, c'est 25% de la vie marine. Qui blanchissent, comme ça. Parce que les algues ne peuvent plus rester dessus. La chaleur dans les eaux fait qu'on a une montée des eaux. C'est validé par les scientifiques, même si certains disent le contraire. On est à 9 cm depuis 95. Donc chez nous, ça ne se voit pas trop. Aux Maldives, eux, ils le voient tout de suite quand ça monte. Et donc c'est un des pays qui se bat le plus pour le réchauffement climatique. Et le dernier petit point sur l'eau, c'est par rapport à ce qu'on mange. Donc l'utilisation de l'eau pour produire ce qu'on va manger, ça donne ça. Donc je vous rappelle l'accès à l'eau tout à l'heure des personnes au quotidien. Il faut 15 500 litres d'eau pour avoir 1 kg de viande. J'adore la viande, c'est un gros problème. La cryosphère, c'est quoi? C'est tout ce qui est glace sur notre planète. Les glaces, je ne vais pas vous faire le dire, elles fondent. Le permafrost, ils font. Les scientifiques ont très peur, parce que dans le permafrost, il y a des virus, des bactéries anciennes qui remontent. Ils ont trouvé ce qu'ils appellent un virus géant, parce qu'il est très gros en termes de molécules, et c'est de la famille des varioles. Donc il y en a plein d'autres comme ça, dessous, qui vont probablement ressortir puisque ça fond. Puis ça fait ressortir aussi le méthane. Donc jusqu'à maintenant, on parle de gaz à effet de serre, principalement du CO2. Le méthane, c'est 25 fois plus puissant que le CO2. Ça fait 25 fois plus vite. On voit avec la perte des glaces, 28 milliards de tonnes de glace qui ont disparu en 23 ans. Donc quand on nous dit le réchauffement climatique, vous êtes des uluberlus, ceux qui ont parlé, ok. Ça, c'est récent. Je trouvais ça intéressant de vous montrer parce que ça, c'est un cratère en Sibérie qui fait 50 mètres de profondeur. Et on n'a pas compris comment s'est fait ce cratère. Et en fait, c'est des scientifiques de la NASA qui sont venus comprendre, qui travaillaient sur Encelade, qui est une lune de Saturne, qui a ce qu'on appelle du cryovolcanisme, donc des volcans de gel. Là, c'est exactement ça. Comme la couche de glace, elle rétrécit, elle est moins puissante. Et dessous, il y a tous les gaz qui remontent, qui se mélangent en plus, ça fait un petit cocktail un peu explosif. Et à partir du moment où, comme un bouchon de champagne, la pression elle est plus suffisante, ça explose. Donc on vient de modéliser ça. Pour le moment, il n'y en a qu'un. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Ensuite, on a l'atmosphère. L'atmosphère, c'est pareil, je ne vais pas faire le débat. Juste vous dire que la pollution de l'air, c'est 9 millions de morts par an, donc 6 fois plus que le Covid. Et que voilà un petit peu ce que ça donne. Je vous laisse lire et passer très vite là-dessus. Mais forcément, si la glace fond, les rayons de soleil passent, parce que quand la glace ne fond pas, les rayons de soleil ils rebondissent, ils repartent. Là, ils ne peuvent pas rebondir, ils vont dans la mer. La mer est sombre, donc se réchauffe. Je vous laisse essayer ce soir de mettre un glaçon dans de l'eau froide, un glaçon dans de l'eau chaude, vous verrez ce que ça donne. Donc en fait, on a un double effet. On a un effet de chaleur par en haut, un effet de chaleur par en bas. Et puis surtout, le dernier, c'est que quand on déforeste, les arbres, c'est ce qui garde le CO2 et qui renvoie de l'H2O, de l'eau, dans le ciel. Donc en renvoyant l'eau dans le ciel, dans les nuages notamment, ça fait de la pluie. Là, si je renvoie plus d'eau, j'ai moins de pluie, donc j'ai plus de sécheresse. Il ne faut pas avoir fait Sciences Po.
L'augmentation des températures, donc on nous dit qu'il y a toujours eu des variations de température dans l'histoire de l'humanité, certes, mais là on se rend compte quand même que l'augmentation elle reste très constante, extrêmement constante, avec des aberrations hallucinantes. Ça c'était juste avant le Covid à Denver, donc on passe de 34 degrés à -5 en 2 jours. Vous voyez ici, là, si demain je me lève, il fait 30 degrés, l'après-midi il fait -5. Bref, l'augmentation aussi des catastrophes naturelles qui est en lien, on a fait un lien de corrélation avec l'augmentation des températures, ça se voit mieux sur ce graphique-là. Et ça, c'est une photo de l'Europe il y a 10 000 ans, juste après l'ère glaciaire, la dernière ère glaciaire. Donc entre l'Europe il y a 10 000 ans et aujourd'hui, il y a eu à peu près 3 degrés de différence. Donc nous on est large, on ne veut pas dépasser 2. Ça va. Sauf que 3 degrés de différence en 10 000 ans. Nous, on est en train de dérégler la température en l'espace de 150 ans. C'est-à-dire qu'en 10 000 ans, qu'on le veuille ou non, la nature a le temps de s'adapter. La faune et la flore ont le temps de s'adapter. Aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de s'adapter. 3 milliards d'animaux tués au dernier feu en Australie. On est en train de tuer notre biodiversité. C'est un effondrement de notre biodiversité, et j'y viens, la biosphère, tout le vivant. Ça, c'est une carte. En rouge, c'est toutes les forêts originelles qu'on a coupées. 85% des forêts originelles, on les a coupées. Pour mettre de la monoculture ou de l'élevage. Ce qui est une double gangrène pour la biodiversité. J'ai une stat de 2014 qui date un peu, mais pendant que nous, on a augmenté de 95%, la population de vertébrés animales a baissé de 60%. On a aujourd'hui un vrai passage d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 ans, il y avait 1% d'humains et 99% de vie sauvage. En 2020, il y a 32% d'humains, 1% de vie sauvage, et 67% d'animaux d'élevage. Poules, cochons, bœufs. Ça, il faut toujours mettre un petit chat dans une présentation, j'apprends ça à chaque réalise. Ça, c'est un petit cougar, disparu l'année dernière. C'est-à-dire que mes enfants ne verront jamais cet animal. Aux États-Unis, il a disparu. C'est fini. Donc on est quasiment 8 milliards aujourd'hui sur la planète, et on représente 0,01 des créatures vivantes sur cette planète. Mais on s'est permis de trucider 87% de la vie sauvage et la moitié des plantes. Donc quand on dit qu'on n'a pas forcément un impact, je pense que là, on commence à avoir un impact. Donc là-dessus, je vais passer 80% d'espèces d'eau douce. Voilà, vous avez les stats, je vous laisse les regarder, mais je vais passer très vite. Puisque je crois qu'on a commencé en retard, j'arrive très vite. Alors, quelles sont les causes? Quelles sont les causes de tout ça? Première cause, est-ce que c'est l'effet de serre? Les gaz à effet de serre, on entend sur tous les médias. Problématique de gaz à effet de serre. L'effet de serre, c'est pas une cause. Parce que l'effet de serre, en soi, c'est très bien, en fait. C'est-à-dire que si on n'avait pas l'effet de serre, on n'aurait pas du tout la même température. On n'aurait que des températures négatives, voire très basses. L'effet de serre garde un minimum de chaleur pour avoir cet environnement ambiant qu'on peut avoir, et cette vivabilité de notre planète. Donc c'est pas ça le problème. Est-ce que c'est l'homme? Peut-être, peut-être pas. Effectivement, avec une démographie aussi exponentielle, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué, mais 60% de la population mondiale vit sur 1% des terres habitables. Logiquement, on a encore un peu de place avant de mettre des milliards de dollars pour se dire je vais sur Mars. Bref, avis personnel. Donc on a bien conscience que du coup le problème en fait il est systémique. Il est simplement systémique. On a des transitions différentes qui se baladent dans leur coin. En fait, il faudrait qu'on rassemble ces transitions puisque la cause est la même, elle est systémique. Alors vous mettez le nom que vous voulez, capitalisme, libéralisme, modèle économique, peu m'importe. En tout cas, elle est systémique, basée sur un élément très simple, qui est la croissance. Infinie, dans un monde fini. Donc ce n'est pas logique. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on a une mesure de notre modèle qui va à l'encontre du modèle lui-même, du maintien du modèle lui-même. Et cette mesure, ça s'appelle le PIB. Donc ça, par exemple, c'est la courbe du PIB en France. Je me suis permis d'arrondir un peu la fin. On a une petite virgule en 2008 parce qu'il y avait une crise en 2008, mais on voit que la croissance, finalement, elle est limitée. Elle monte, pas de problème. Je m'en suis là, peut-être plus parlant. Effectivement, la croissance, logiquement, elle monte. Sauf qu'on voit que le rythme de croissance, lui, décroît. Il va continuer de décroître, qu'on le veuille ou non. Donc, une grosse décroissance, a priori, en 2020. Donc, à partir du moment où il y a une courbe décroissante, forcément, il y a un moment donné, on va passer un seuil.
Donc cette mesure ne semble pas être la mesure la plus cohérente. Ce monsieur est un économiste reconnu. Soit on est fou, soit on est économiste, ou financier peut-être, on peut même changer de terme. L'autre aberration de notre système, c'est ça. C'est qu'on a un partage des richesses qui est extrêmement logique dans notre façon de fonctionner. Extrêmement logique. On répartit parfaitement toutes les richesses, et en plus, comme il y a de plus en plus de monde sur Terre, ben, il y a de plus en plus de richesses qui se créent. L'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, Amazon, c'est 140 milliards de patrimoine. Donc c'est plus que le PIB du Maroc. 40 millions de personnes au Maroc. Hier soir, parce que j'ai fini tard ma présentation, j'ai eu un petit flash sur ce diapo en me disant tiens, je vais calculer et je vais m'amuser à dire que si, avec ce patrimoine-là, je donnais un SMIC mensuel à Jeff Bezos, donc j'enlève les intérêts de ses placements, tout ça, qu'il doit gagner, tout ça, mais juste avec son patrimoine, je calcule, je lui donne un SMIC mensuel. Est-ce que vous savez combien de temps il peut tenir ? 2000 ans ? 2000 ans. 8 millions d'années. S'il prend un SMIC mensuel, il peut tenir 8 millions d'années. Tout va bien. Donc je fais quoi de ma fortune quand c'est comme ça ? Tout comme Bill Gates et comme tous les autres, ben, j'investis dans des boîtes qui me permettent d'arrêter de vieillir. Si je peux vivre 8 millions d'années, c'est dommage quand même. Donc on marche un petit peu à l'envers. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact aujourd'hui du réchauffement climatique, il n'est pas dû à la grande majorité de la population. Il est dû à une minorité de la population. C'est-à-dire que demain, j'enlève les 3 milliards de personnes les plus pauvres sur la Terre, je ne change strictement rien au réchauffement climatique. Rien. Ça va continuer pareil. Ça, c'est à titre individuel. À titre collectif, on a, depuis quasiment un siècle, depuis les années 1920, là je sais que j'ai le top 20 de 1965, mais on sait qu'il y a 100 entreprises qui sont responsables de 70% des gaz à effet de serre. 100. Vous avez le top 20. Donc si je regarde un peu le top 20, charbon, pétrole, charbon, gaz, uniquement les énergies fossiles. Qui en plus ont une chance incroyable dans le monde dans lequel on tourne, parce qu'on a un modèle qui est juste parfait, nous, c'est qu'ils ont droit à des subventions, parce qu'ils vont tourner l'économie. Donc le FMI a débloqué plus de 4 000 milliards pour ces noms-là, et l'UE s'est dit dans sa grande bonté, on va leur donner aussi 4 milliards, parce que c'est bien. Je refais une petite aparté historique, je dépasse le temps, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je vais vous parler juste de l'Égypte. L'Égypte ancienne, qui a vécu plus de 3000 ans, donc beaucoup plus que nous officiellement en tant que civilisation. L'Égypte ancienne, ce qui est très intéressant dans leur agriculture, c'est qu'ils ont adapté leur agriculture en fonction du Nil. Le Nil, pour eux, c'était la vie. Il ne fallait pas le toucher. Donc il y avait une crue et une décrue. Donc quand il y avait la crue, de juillet à septembre, eh ben, les Égyptiens, ils faisaient ce qu'ils voulaient, des scribes, construisaient des petites pyramides, enfin, ils s'amusaient. Et puis après le reste de l'année, quand c'était en décrue, gros avantage d'une décrue d'un fleuve, c'est qu'il y a du limon dans les terres. Donc quand je plante, ça pousse super vite, la terre est extrêmement riche. Donc j'ai une abondance dans ce que je vais récolter. Ça, c'est les Égyptiens. Maintenant, je prends un Égyptien, je l'emmène en 2020, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire ça. Je dis, bah non, une partie de l'année, je ne gagne rien. Donc je vais faire un gros barrage. Comme ça, je suis sûr de gagner toute l'année sans aucun problème. Donc il va faire ça, mais ça existe vraiment. C'est un barrage qui est sur l'île, qui est fait par l'Éthiopie, qui est en train de faire la plus grosse centrale hydroélectrique d'Afrique. Donc sur le principe là, ça a l'air plutôt bien. Sauf que c'est en train de tuer le fleuve. Autre aberration, c'est la façon dont on traite nos animaux qu'on mange, totalement inhumain, blablabla, là-dessus je vais passer. Ça, c'était à Super U. C'est une photo que j'ai prise, j'ai trouvé géniale, parce que, un, déjà, ça arrive par avion. Et puis deux, je ne sais pas si vous voyez le poids, ça fait 1,9 kg. J'ai regardé quand même, j'ai dit, putain, des poulets de 2 kg, ça envoie quand même. En 1925, il fallait 16 semaines pour emmener un poulet à maturité, et en général, il faisait 1 kg. En 2020, il faut 6 semaines pour emmener un poulet à maturité, et il fait 2 kg. Si pour d'hormone, puis dans le noir, enfin dans tout le même. Dernier élément qui me fait croire qu'on marche totalement à l'envers, c'est que Utopie a fait une étude sur les 100 aires urbaines les plus habitées. Et sur ces 100 aires urbaines, on a 98% de l'alimentation, produits agricoles, qu'on importe. Et dans le même temps, sur le territoire, on exporte 97% des produits agricoles. Il n'y a pas un souci quelque part. Et toutes ces aires urbaines, donc les grandes villes, je parle, dont fait partie Paris, en moyenne, elles ont une alimentation alimentaire, enfin une autonomie alimentaire inférieure à 2%.
C'est-à-dire que demain à Paris, je mets une bombe sur Rungis, Paris crève la dalle. Alors qu'il y a tout ce qu'il faut autour. Hein. Ah oui, celle-là, c'est parce que je la trouvais marrante. Parce que vous savez qu'on a interdit le plastique, couverts en plastique, le panier plastique et tout ça. Du coup, on est obligé de donner des couverts réutilisables, principalement en bois. Donc du coup, on arrive à vendre ça. Couverts en bois, dans du polystyrène avec du plastique. Tout va bien. Tout va bien. Bref, tout ça pour dire qu'à partir du moment où cette phrase est bien dite, que le seul outil que j'ai pour essayer de régler le problème, c'est un marteau, et bien en tant qu'humain, je vais me conditionner à voir tous les problèmes comme des clous. Donc ça ne fait pas avancer les choses. Parce que aujourd'hui, le problème, c'est pas un clou. Donc je ne vais pas y arriver. En tout cas, pas avec le marteau. Donc il va falloir que je cherche d'autres solutions. Donc la solution, c'est quoi? Je vais accélérer un petit peu. Est-ce que c'est de faire pipi sous sa douche et d'arrêter de faire pipi dans les toilettes? Ça fait gagner, hein? Ça fait gagner de l'eau, hein? Est-ce que c'est faire du covoiturage, faire du tri, faire tout ça que vous faites probablement tous très bien, et je vous en remercie? Non, c'est pas ça qui va régler le problème, soyons clairs. Donc c'est pas une solution viable, même si c'est quand même une solution, hein, je dis pas qu'il faut arrêter de le faire. Est-ce que c'est revenir sur le principe des peuples premiers, des peuples primitifs, des chasseurs-cueilleurs, qui savent toujours vivre en harmonie avec la nature? Pourquoi pas? Certains vont le faire, ce qu'on appelle les collapsologues et tout ça. Je suis plutôt d'avis progressiste. Je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions beaucoup plus optimales. Est-ce que c'est ça, ITER? Alors ITER, je ne sais pas s'ils sont R&D, Brian. ITER, c'est, selon les dires du président, l'avenir de l'énergie dans le monde pour des centaines de millions d'années. Je vous laisse découvrir ce que c'est si le son marche. Je vais mettre mon micro. Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Ici, 34 pays représentant plus de la moitié de la population mondiale ont uni leurs forces pour tenter de reproduire le Soleil sur Terre. Le programme ITER, pour réacteur thermonucléaire international expérimental, vise à démontrer qu'il est possible de produire des quantités illimitées d'énergie propre grâce à la fusion nucléaire. Siamo nel cuore au cœur du futur réacteur à fusion nucléaire. Il réacteur sera achevé d'ici 20 ans. Il pèsera 3 fois la Tour Eiffel et occupera une surface équivalente à 60 terrains de football. Le réacteur thermonucléaire n'aura pas pour mission de casser de gros atomes, mais de faire fusionner deux petits isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, pour créer de l'hélium, cette réaction libérant une énergie énorme. Pour ce faire, il lui faudra chauffer le gaz à 150 millions de degrés Celsius, la température relevée au cœur du Soleil. Pour Bernard Bigot, directeur général d'ITER, ce type de réacteur thermonucléaire est la solution au problème de production d'énergie sur notre planète. Quels sont les avantages de l'énergie produite par fusion nucléaire? Que y a-t-il donc par rapport à la fission nucléaire? L'avantage le plus marqué, c'est celui qui porte sur le combustible. Le combustible, c'est l'hydrogène. L'hydrogène est très très abondant dans la nature. C'est ce que l'on trouve dans l'eau de la mer, ce que l'on trouve dans l'eau des lacs. Donc il y a pratiquement une ressource inépuisable pour plusieurs centaines de millions d'années. Un autre avantage, c'est la gestion des déchets. Il y a quelques déchets radioactifs, mais qui sont à vie très courte. Quelques centaines d'années au mieux, à comparer aux millions d'années que vous connaissez dans le cas de la fission. Allez, je vais pas la mettre entièrement. On va baisser mon micro du coup, merci. Je ne sais pas si vous avez entendu. Donc là, il parle de centaines de millions d'années. Bon, il y a quelques petits déchets radioactifs, mais bon, c'est court, c'est une centaine d'années. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte 40 milliards d'euros, financés par nos impôts. Et ça, c'est l'avenir de l'énergie. Donc l'avenir de l'énergie, le micro? Alors, c'est le dernier chiffre en date. Ils sont en train effectivement d'exploser ce chiffre parce que ça coûte beaucoup plus cher que ça, parce que c'est beaucoup plus complexe que ce que vous venez de faire croire les scientifiques à l'origine. Bref, mais là où je veux en venir, c'est que de toute façon, alors ça a commencé, c'est parti des travaux, on est dans le sud de la France, on est parti pour 20 ans de travaux, donc je fais un petit calcul, 2020, on va aller jusqu'en 2040, et les meilleures estimations disent que ce sera optimal pour envoyer les premières sources d'énergie à partir de 2060, au mieux. Donc on est en train de dépenser 40 milliards, ce sera plus, sur une technologie soi-disant d'avenir à créer un soleil sur notre planète, pour quelque chose qui sera effectif pas avant 2060. Je
Je crois qu'à mon sens, il y a peut-être d'autres solutions plus optimales. Alors, est-ce que le digital, du coup, en est une? Parce que je reviens avec la thématique du masterclass. J'ai l'intime conviction que le digital est probablement aujourd'hui l'arme de transformation massive la plus importante, l'arme de disruption massive la plus importante. Donc elle permet des changements en profondeur. Maintenant, c'est l'usage qu'on va en avoir. Ça reste un outil, le digital. Alors certes, un outil un petit peu décrié, je vais passer très vite là-dessus parce qu'elle va en parler, Isabelle. Si on mettait dans l'échelle d'un pays, ce serait le 3e plus pollueur en termes d'émissions de CO2. La problématique du digital en règle générale, il est sur 3 éléments. Il est sur l'élément de fabrication, ça je sais qu'Isabelle va en parler. Il est sur l'élément d'utilisation, donc sur la consommation de CO2. Et sur l'élément de destruction, je préfère parler de recyclage. Voilà, c'est les 3 éléments de pollution dus aux objets en lien avec le digital. Et sur ces objets, il y a en plus une très bonne idée, puisqu'il faut garder une croissance illimitée, si on programmait de l'obsolescence sur les machines qu'on crée. C'est une très bonne idée. Et sur un téléphone, aujourd'hui, on est à peu près sur 1 an et demi. Donc tous les 1 an et demi, il faut changer de téléphone. Avec une innovation incroyable par rapport au téléphone d'avant. Moi j'ai ça dans mes tiroirs. Vous vous souvenez de ça? Ça date des années 2000. Qui a eu un 3310 dans ses mains? Ah, quand même. Et bien un 3310, rallumez-le, il marche. Hein. C'est probablement le téléphone le plus solide qui a été fait jusqu'à maintenant. Et ce téléphone marche encore. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire des téléphones qui fonctionnent et qui tiennent longtemps dans la durabilité. Bref. Est-ce que l'une des solutions sera du coup le clean tech, le green tech? Je pense qu'Isabelle en parlera mieux que moi. Il y a des exemples fondateurs, même à La Réunion aujourd'hui. Et le GIEC nous dit ça. Le GIEC, c'est le groupement international d'experts chargé d'étudier l'évolution du climat, donc c'est un peu la référence dans le domaine. Il nous dit que pour s'en sortir, il faut de la sobriété, qui est un mot très diplomatique pour parler de décroissance, et l'innovation. Et cette innovation, elle passera par un élément fondateur, changer notre modèle. Aujourd'hui, notre modèle, il est uniquement sur le rond central, le profit. Vous l'avez vu dans l'histoire que je vous ai fait d'énergie, c'est maximiser le profit à court terme qui m'intéresse, au détriment du bien commun, au détriment, enfin bien commun, je ne pas le mot bien parce que ça reste consumériste. La nature commune, de l'être humain, de tout ça. Si on arrive à créer ce qui existe aujourd'hui, il y a une comptabilité qu'on appelle la comptabilité à triple capital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le profit dans la vie. Il y a les humains, capital humain. Et puis il y a l'impact qu'on a sur la planète. Si on arrive à équilibrer ces 3 capitaux, on change la donne. C'est-à-dire que le top 20 des entreprises qui polluent le plus, déjà, elles prennent une claque. Si on met l'écocide dans la Constitution, toutes les lois vont devoir passer par le Conseil constitutionnel. Si elles vont à l'encontre de la planète, elles seront retoquées. Alors je préfère celui-là, parce qu'on décorrèle souvent les cercles pour vous dire qu'en fait on est à l'intérieur. L'économie dépend de l'homme et l'homme dépend de la nature. En tout cas en droit. Bref, donc ce que je vous propose aujourd'hui, en écoutant l'intervention d'Isabelle qui va suivre après moi, c'est un peu d'essayer de réinventer notre monde. En tout cas de réinventer notre monde à notre échelle. Et pour ça, il faut qu'on soit en capacité de créer un écosystème. Qui soit un écosystème résilient. Idéalement, de manière territoriale, ça c'est la solution. Mais qui soit un écosystème résilient, composé de gens qui ont des talents et qui vont utiliser ces talents pour pousser des projets qui ont un intérêt pour notre planète. Et vous avez plusieurs rôles là-dedans, notamment le rôle de communicant, pour raconter des histoires qui sont faites. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y a des peuplades aujourd'hui, alors qu'ils sont principalement des pays où il y avait des peuples autochtones, qui se battaient pour la nature? Est-ce que vous allez être au courant des projets qui va vous parler Isabelle Albert? Il faut raconter ces histoires-là. Il faut vraiment qu'on arrive à switcher et passer de modèle et être plus résilient territorialement pour faire au moins déjà avancer notre propre écosystème qui est la région. Vous avez vu que même être protégé en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO, ça ne nous protège pas. Donc ce sera à nous de nous protéger. Et j'ai pas le temps, donc je la ferai pas passer. Mais elle est très bien, je vous invite à la regarder. C'est une vidéo de Time for the Planet. Donc Time for the Planet, c'est aujourd'hui une entreprise qui se bat avec les armes du modèle économique existant. Donc ils ont créé un modèle où chacun d'entre nous peut prendre des parts dans cette entreprise. Tous. Ils ont déjà passé 1 million d'euros. Et leur but, c'est d'aller financer des projets qui ont un impact positif sur notre territoire et sur notre planète. Je laisse la parole, et je vous remercie, à Isabelle Albert. Merci beaucoup.